Il est de ces petits endroits en France où les mythes et les légendes abondent. On les connaît, on vit avec. Parfois sans même s'en rendre compte. Comme ce fut le cas dans ce petit village au bord d'un ruisseau que l'on nomme l'Allier. Il fut un temps où tous savaient ce qu'ils risquaient en provoquant la fureur de la dame de ces eaux. Être aussi invisible qu'imposant dans le coin. Mais surtout, tous savaient qu'il ne fallait pas toucher à ces canards d'or, ces fidèles compagnons qui tiraient son attelage sur ses eaux. Mais le temps passe et les histoires s'oublient, tant et si bien que la dame ne fut plus qu'un souvenir, aussi intense que l'écho du coup de feu d'un chasseur dans la plaine. Comme celui que venait de tirer Jean, le cadet d'une famille de chasseurs de père en fils. Aucune proie n'était retombée, et la volée d'oiseaux s'envola, saisissant une unique chance d'avoir la vie sauve. Son grand frère, Benoît, était connu pour être le plus grand chasseur du village, voire même de tous les villages alentours. Il faisait la fierté de sa famille, contrairement à lui, qui n'avait, du haut de ses 19 ans, toujours pas atteint le moindre animal. Car même fils de chasseur, prendre une vie lui était impossible, et chaque tentative se soldait par un échec. « Ce n'est pas grave, petit frère, je chasserai ta part pour le dîner. Père et mère ont l'habitude, après tout. » Lui dit Benoît, rappelant ainsi aux jeunes chasseurs que ces tentatives répétées n'avaient jamais abouti. Il se faisait tard, et ils allaient devoir rentrer. Les frères ramassèrent ainsi leurs affaires, et vérifièrent une dernière fois les quelques pièges qu'ils avaient disséminés. Là également, jamais le jeune chasseur malchanceux n'avait eu de prise. C'était toujours son aîné de 4 ans de plus qui raflait les proies, et nous étions dans une époque où savoir se procurer de quoi se nourrir était important. Jean n'avait pour seule qualité que ses talents de pisteur, dont usait abondamment Benoît pour ses chasses. Le jeune chasseur était attentif et observateur. Il apprenait à connaître les animaux, leur façon de vivre, et même comment en prendre soin quand il s'agissait d'animaux de ferme. À la maison, il s'occupait souvent des poules et des lapins car eux n'avaient jamais eu besoin d'estimer sa capacité à chasser pour profiter de sa présence. Surtout que lui seul savait de quoi ils avaient exactement besoin, quand et comment. Ses pensées allaient d'ailleurs aux poules et aux lapins de chez lui quand il nettoyait les outils de son frère dans la rivière aux abords du village. Ce dernier était bien visible, un petit village, quelques maisons, une église et des champs à perte de vue jusqu'au prochain village. C'était à la fois son seul décor et tout son univers. Mais soyons honnêtes, l'horizon ne l'avait jamais vraiment attiré. Alors qu'il essuyait son mousquet avec un bout de tissu, il ne pouvait s'empêcher de songer au fonctionnement de cet endroit où il avait grandi. Chacun y avait sa place, le boulanger à son four, le meunier à son moulin, le tanneur, son père, à ses cuirs, le prêtre à l'église, et ainsi de suite. Tout le monde sauf lui, le chasseur incapable de chasser. Mais ça lui allait au fond, car c'était bien la seule vie qu'il avait connue. Un cri l'interpella. Son frère, qui était là à lui faire de grands signes, lui indiquait qu'il fallait rentrer. Jean observa son reflet dans l'eau, poussa un soupir, et il rejoint son aîné avec le poids de la chasse de ce dernier sur le dos, laissant Benoît les mains vides, car après tout, c'était lui qui avait fait tout le travail. L'hiver était rude, comme chaque année, et les chasseurs se retrouvaient souvent à devoir vivre sur leur réserve, où chacun devait alors apporter sa part, sans quoi il devenait rapidement une bouche inutile à nourrir. Jean voulut prendre un morceau de viande séchée, mais lorsqu'il passa devant sa mère, elle lui retira rapidement des mains avant de lui dire d'une voix sèche : « Tu mangeras ce soir. Si tu avais vraiment faim, tu aurais chassé ta nourriture comme ton frère et ton père. » Rosalie était une femme âgée mais forte. Elle tenait la maison d'une main de maître, laissant les hommes à leur travail. Si elle avait été une mère aimante fut un temps, Jean ne s'en souvenait pas. Malheureusement pour lui, elle avait raison. Incapable de chasser, il devenait un poids car il ne subvenait pas aux besoins de sa famille. Mathurin, son père, rentra alors, laissant une vague de froid pénétrer quelques secondes dans la maison avant qu'il ne referme la porte. Rosalie ne manqua pas l'occasion pour informer l'homme de ce que son fils avait fait, et rapidement, la remontrance tomba. « Si tu te serres encore dans les réserves, je m'en irai te rosser à coups de bâton, moi. Va donc t'occuper des lapins et des poules, assure-toi qu'ils soient bien au chaud, et ne reviens pas avant d'avoir fini ta tâche si tu veux qu'on te donne ta part. » L'homme avait un visage sévère, presque dédaigneux sur son fils. Enfin, plutôt sur l'incapable de fils, car Benoît avait droit à des regards fiers ainsi que des éloges, 3 repas par jour et le lit le plus proche de la chaleur du foyer. Cependant, c'était lui qui subvenait aux besoins de la famille en grande partie. Le fruit de ses chasses était tel que toute la famille pouvait fournir en viande plusieurs autres foyers du village. Alors forcément, Jean n'était pas le mieux vu en comparaison. Il s'en alla dehors, grelottant et avançant malgré la neige jusqu'à rejoindre un cabanon où vivaient les poules et les lapins.
Même eux avaient droit à plus de considération en réalité. Bien nourri et chauffé, le jeune, presque chasseur, se mit à s'occuper d'eux et instantanément oublia la faim qui le tenaillait. De toutes les personnes de la maisonnée, ce fut son frère Benoît qui lui rendit visite pendant son labeur. Un morceau de viande séchée encore en bouche, mâchonnant bruyamment, il observait son frère cadet avec un sourire avant de lui confier. Tu sais, petit frère, ça fait un moment que je me creuse la tête, et je pense que je connais un moyen pour que père et mère te respectent. D'un coup, il avait gagné l'intérêt du jeune homme qui avait tourné son regard harassé vers lui. La faim le tenaillait à nouveau, et le morceau de viande qu'il voyait aurait presque pu lui faire tourner de l'œil sur l'instant. Mais il était trop curieux d'en savoir plus. Le vieux fou du village a parlé d'une créature vraiment rare et prétend l'avoir vue avant que la neige tombe. Le fameux canard doré. Peut-être que c'est une banale histoire, mais imagine un instant si tu pouvais attraper une telle créature. Tu serais le premier et deviendrais le meilleur de nous deux par cette seule prise. Père et mère, voire tout le village, t'estimeront et tu deviendras un vrai héros. Jean était pendu aux lèvres de son frère durant toute son histoire. Un canard doré ? C'était bien la première fois qu'il entendait parler d'une telle créature. Pourtant, cette idée lui semblait particulièrement intéressante. Une occasion de faire ses preuves, de rendre ses parents fiers, et enfin de pouvoir passer un hiver sans avoir à se priver. C'était décidé. Même s'il devait y passer des mois, il n'aurait de cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve ce canard. Bien naïf qu'il était, d'avoir cru en la bonne foi de son frère qui, bien blotti dans son confort, n'avait pas trouvé de meilleure idée pour se payer sa tête en lui vendant un rêve. Le printemps arriva, avec le beau temps qui avait tant manqué aux habitants du village qui reprenaient leur vie comme la nature environnante. La forêt retrouvait le bruit captivant des oiseaux, les plaines celui des insectes, et la rivière celui des canards bruyants et des poissons sautant hors de l'eau de temps en temps. Jean avait passé des jours à chercher des informations sur ce fameux canard doré, en apprenant plus par le biais du vieux pêcheur, celui qu'on appelait le vieux fou, un homme qu'il connaissait depuis qu'il était petit, pour toutes ces histoires farfelues d'êtres mystiques et inexistants. Mais pour une fois, le jeune chasseur voulut croire qu'il avait raison et que cette histoire-là était vraie. Même s'il ne pouvait pas croire à la version du vieil homme qui lui avait raconté que les canards dorés n'étaient que des montures ou servaient à tirer une espèce d'attelage pour un esprit protecteur de l'ânier. Non, lui pensait simplement à une espèce peu commune à ce coin de France, une nouvelle sorte de canard qui ne ferait son apparition qu'en de rares périodes quand le climat le permettait. Jamais il n'avait mis autant d'ardeur pour chasser un animal, les mots de son frère résonnant encore dans son esprit. Une seule proie, et il aurait gagné l'estime de tout le monde pour le reste de ses jours. Il devait trouver ce volatile, et son travail acharné paya lorsqu'il tomba sur une plume étrange. Il avait vu assez d'oiseaux pour en reconnaître l'espèce, et cette plume de canard était bien dorée. Presque aurait-on pu croire qu'elle était recouverte d'une fine poudre d'or. Il fallut encore compter un mois de traque avant qu'enfin Jean tomba sur un oiseau qu'il n'avait encore jamais vu. Et bizarrement, il collait bien avec la description qu'on lui en avait faite. C'était bien une nouvelle espèce de canard. Mais en le regardant, il jura que cet être n'était purement pas de ce monde. Comme il était appelé dans la mystérieuse histoire du vieux fou, un canard tout fait d'or. Le chasseur arma son mousquet et le pointa vers la pauvre bête qui ne s'attendait à rien. Elle était là, couchée dans l'herbe de la plaine, profitant du tapis d'herbe confortable et du soleil chauffant sa peau au milieu d'autres congénères plus basiques. Le tir et le bruit réveillèrent tout le monde, et la volée qui s'ensuivit engendra un chaos tel que le jeune homme ne put voir s'il avait réellement atteint sa cible. Pourtant, par expérience, il savait d'avance qu'il avait manqué. Mais rien dans le comportement du volatile n'allait. Au lieu de prendre son envol avec les autres, il s'enfuit à pied, courant comme s'il était incapable de voler, tout droit en direction de l'ânier. Jean n'eut donc d'autre choix que de le poursuivre, tellement concentré sur sa proie qu'il n'avait même pas remarqué l'étrange silhouette qui le suivait, ce depuis quelque temps déjà. Mais tant la proie que le chasseur couraient comme si leur vie en dépendait. L'échec de l'un signifierait sa fin d'une certaine manière. Jean le savait. Il ne passerait pas un autre hiver comme ça. Un canard contre sa propre survie, ce n'était pas si cher payé au fond. L'animal arrivait vers le cours d'eau et le chasseur devait le rattraper avant qu'il ne puisse traverser et se mettre à l'abri de l'autre côté. Chaque fois qu'il le perdait de vue, son cœur semblait s'arrêter. Pour repartir lorsqu'un reflet d'or était visible entre les herbes et buissons de la plaine. L'ânier était visible et Jean devait s'efforcer de tenir l'allure, repoussant son propre corps jusque dans ses derniers retranchements. Sa volonté de faire lui faisait oublier la douleur de ses muscles. Quand enfin il arriva au bord de l'eau, l'animal était là, effondré,
épuisé, reprenant son souffle et attendant la mort. Jean le chasseur s'approcha et arma son arme qu'il avait rechargée pendant sa course, ciblant le pauvre animal sans défense. Le temps sembla s'arrêter, comme s'il attendait le bruit symbolique du coup de feu qui allait mettre fin à la vie du pauvre volatile. Seul le souffle hésitant du jeune homme était audible à son oreille. Non, je ne peux pas faire ça, prononça-t-il en lieu et place du coup de feu. Il observa l'animal un long moment, sa main tremblant sur la gâchette. Tout ce qu'il voyait, c'était une simple créature tenaillée par la peur, et c'était sa propre folie qui l'avait amené là. Avait-il seulement le droit de prendre la vie d'un être aussi unique? Était-il réellement dans son droit? Jean douta, et prit peine pour le canard d'or. Alors il déposa son arme au sol, et caressa lentement l'animal avant de le porter doucement jusqu'au bord de l'eau pour qu'il puisse se désaltérer. Le chasseur, qui n'en était plus un, demeura perplexe. L'animal ne s'était pas arrêté ici sans raison. Il aurait pu traverser ce cours d'eau et être en sécurité. Ou alors se sentait-il déjà en sécurité ici, comme intouchable désormais? Non, ce n'était qu'une idée idiote. Un bruit de branches brisées l'interpella, et Jean eut la surprise de voir son frère, Benoît, qui s'avançait vers lui, armé de son mousquet, et paré pour la chasse lui aussi. L'espace d'un instant, il avait supposé que ce dernier avait dû le voir passer en courant et l'avait suivi. Mais non, quelque chose n'allait vraiment pas. Son regard, son sourire, il y avait autre chose. Tu ne m'as pas déçu, mon frère. Je savais que tu n'aurais pas le cran d'en finir avec ton joli petit oiseau. Donc je suis venu m'en occuper pour toi. Jean s'interposa entre lui et le canard, pour lui demander « C'est ce que tu avais en tête depuis le début, que je cherche cet animal pour que tu puisses l'achever ?» Un rire se fit entendre, aussi sonnant qu'un masque qui venait de tomber. La fausse sympathie que son frère lui avait toujours montrée venait de se muer en un regard dédaigneux, le même que tous les autres. Jean sentit son cœur se serrer à cette vision, et les mots qui se firent entendre lui firent l'effet d'un coup près sur son propre cœur. Pitié, je pensais juste te faire une blague, te faire courir après une chimère pour que tout le monde puisse rire de toi. Mais j'avoue que tu m'as surpris. Quand j'ai vu cette plume dans tes affaires, j'ai compris que tu avais réellement accompli l'impossible. Pour cela, je te respecte. Il avait sorti la plume d'or que Jean avait trouvée quelque temps plus tôt, et reprit presque en même temps son monologue. Alors, j'ai pris le parti d'accorder un peu plus de crédit à cette histoire. Je n'avais qu'à te suivre jusqu'à ce que tu trouves enfin cette légende vivante, et tu serais incapable de finir ce que tu avais commencé. J'attendais simplement de pouvoir m'en charger. Imagine un peu, Benoît le chasseur de légende, le meilleur chasseur de toute la contrée, celui qui a attrapé un canard d'or. On parlera de moi pendant des générations, et je deviendrai sûrement l'homme le plus important de notre village. Comment laisser passer une occasion pareille? Son petit frère fronça les sourcils. Alors c'était tout, juste à l'appât du gain? Il s'était servi de leur fraternité pour servir sa propre gloire? Benoît le repoussa sans ménagement, et Jean tomba au sol, incapable de tenir la différence physique entre eux. L'animal aurait pu s'enfuir, mais ne bougea pas du bord de l'eau, observant le chasseur, son plumage se levant et s'abaissant encore de son essoufflement. Mais ce n'était pas tant le canard que l'étrange remous qui se fit plus intense à la surface de l'eau. La dame? Si le canard d'or existait, alors la dame de l'année aussi. Il ne fallait pas toucher à son canard. Jean lança un ultime appel désespéré à son frère. « Benoît, pauvre fou, arrête !» Impossible que son frère entende raison. Son sourire mauvais, son regard cruel et son arme braquée sur le volatile, tout dans sa posture indiquait une envie meurtrière. Et il ne vit pas la vague qui s'était élevée au-dessus de l'eau et qui l'emporta avant même qu'il n'ait eu le temps de tirer son coup de feu. Ne resta au bord de l'eau que le mousquet, ultime souvenir du chasseur avare. La peur gagna le seul survivant qui avait été épargné. Il s'approcha du canard et voulut le protéger de ses mains face à la forme qui surgit hors de l'eau. Mais lorsque le jeune homme posa ses yeux sur elle, il fut subjugué par sa beauté. La femme s'approcha, posa son regard dans le sien et tendit ses bras vers lui. D'instinct, il comprit et y déposa dans ses bras le canard d'or. Aucun être vivant ne pouvait mériter de posséder un tel animal. Seule la dame en était digne. Et il avait saisi cela sans même qu'on ait besoin de lui expliquer. Pourtant son corps trembla, et elle le remarqua, car elle dit de sa voix pure. « N'aie crainte, j'ai senti, autant dans ton âme que dans ton cœur, la pureté de tes intentions. Je te remercie d'avoir pris soin de mon ami. Tu ne risques rien en ce lieu. »
Jean bredouilla alors qu'il observait toujours la dame. Une seule question lui vint à l'esprit, quelque chose qui l'avait interpellé dès le début. Ce n'était même pas la perte de son frère dont il venait d'être témoin. Non, une seule chose l'intéressa, et il avait besoin de savoir cela, comme si c'était plus important que tout ce qui pouvait l'entourer. « Madame, je voudrais savoir, pourquoi ne s'est-il pas envolé? Il a eu maintes occasions de le faire, même pour venir ici. Et pourtant, on aurait dit qu'il n'avait pas vraiment cherché à fuir. » Elle sourit à cette question. Ce n'était pas si intéressant au fond, mais elle avait saisi l'intérêt que ce jeune humain avait porté à sa créature, et son regard qu'il avait sur les animaux. Sa curiosité devait être satisfaite, et elle avoua d'une voix limpide. Il y a de cela quelque temps, le pêcheur, mon dernier ami en ces lieux, m'a parlé d'un chasseur si bon qu'il ne pouvait pas tuer la moindre de ses proies. J'ai donc demandé à ce qu'il te mette sur la voie de mon compagnon ici présent. Elle caressait le plumage du canard avec tendresse en reprenant. Sa mission était de t'amener jusqu'à moi. Non sans mal, car il fallait bien voir ta détermination. Je voulais voir si tu serais tel qu'on me l'a décrit. Et j'admets que parfois, ton monde peut avoir de bonnes surprises. Le regard qu'elle posa sur lui eut le don de l'émouvoir. De la fierté, de la gentillesse, de la compassion et surtout de la compréhension. Jamais on n'avait posé un tel regard sur lui, et le jeune homme se sentit porté par des ailes invisibles l'espace d'un petit moment. Mais rien de tout ce qu'il avait ressenti ne fut comparable à cette main qu'elle tendit vers lui, comme une invitation. Elle était tout ce qu'il avait toujours souhaité. Ce monde ne mérite pas un être comme toi, alors je voudrais t'emmener dans le mien, pour que tu prennes soin de mes compagnons, et, si tu le souhaites, pour que tu restes auprès de moi jusqu'à ton dernier souffle. Sauf si ton désir est de retourner auprès des tiens. Jean ne mit pas si longtemps que cela pour peser le pour et le contre. Rien dans ce monde ne l'avait jamais vraiment retenu, et il ne manquerait sûrement à personne. Aussi étrange que cela puisse paraître, personne ne lui manquerait non plus. Son frère n'avait eu que ce qu'il méritait, et ses parents n'en avaient jamais vraiment été. Il prit la main tendue et se fit entraîner dans l'eau pour y disparaître à tout jamais. Ne resta sur le sol que les deux mousquets, seul souvenir des deux chasseurs du village. Le vieux fou avait souri à la fin de son récit, face au regard des enfants qui l'écoutaient. Et pour concrétiser cette histoire, il sortit la plume d'or qui marqua des regards admiratifs par sa petite assemblée, rappelant ainsi qu'il ne fallait jamais faire du mal au canard au bord de l'ânier, car la dame y veille, et sa compassion demeure aussi grande que sa colère.